Bien, si vous le voulez bien, donc le quorum étant atteint, je vais procéder à l'appel. Alors, donc, Fourcade présent, Madame Font, Madame Monnier, Monsieur Jonca, Madame Labbé, Monsieur Marco, Monsieur Avila, Madame Bagnouls, Madame Coste qui donne procuration à Madame Font, Monsieur Martinez, Monsieur Albafouille, Monsieur Lictevou, Madame Jourdan, Monsieur Molinet qui donne procuration à Monsieur Jonca, Madame Coculé qui donne procuration à Monsieur Fourcade, Madame Barthès, Monsieur Fournet, Monsieur Malherbe, Monsieur Gallego, Madame Albafouille, Monsieur Banet, Madame Ferreira. Bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mais parce qu'on avait compté, donc je déclare donc le quorum est atteint, que la séance est ouverte, il est 18h31. Je vous propose de nommer donc Madame Monnier comme secrétaire de séance. Donc le premier dossier, c'est l'adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022. Est-ce qu'il y a besoin d'informations complémentaires ? Donc on va le déclarer comme adopté. Deuxième dossier, donc c'est les décisions prises par le maire donc en vertu de la délibération du 7 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions ? Monsieur Gallego, demandez le micro. Demandez le micro. Allez-y. Je ne sais pas. Vous avez le micro, pour moi c'était bon. Allez-y, remettez-le parce qu'on ne vous entend pas. Il est allumé le vôtre ? Bon, allez-y, parlez devant alors. Il n'y a pas les décisions. Elles sont ? D'accord, elles sont dedans. Oui, les décisions. Pardon ? Elle me dit elles sont dedans ou manquantes ? Et il faut aller les chercher. Oui, c'est un problème. Donc, Étienne, tu vas là-bas, tu les imprimes, tu les donnes, s'il te plaît. On y reviendra derrière, donc. Hein. Ben, vous avez le dossier dans la séance, début de séance, comme à chaque fois. Donc, ça vous permettra, donc on va faire l'ordre du jour et on y reviendra derrière, ça vous permettra de regarder. Hein. Voilà, on s'en excuse, mais voilà, donc c'est un oubli parce qu'il y a eu une petite modification au départ et ils ont oublié de faire la jonction. Voilà. Appuyez dessus. Appuyez dessus. Allez-y. 1, 2, là ça marche. Merci. Merci. Donc voilà, donc on reviendra donc, sur ces dossiers de décision donc à la fin de séance, si vous le voulez bien. Donc on va débuter donc l'ordre du jour par le premier rapport que je vais vous présenter. D'ailleurs, les trois premiers, je vous les présente. Donc il s'agit donc de la création d'un budget annexe. Il s'agit donc d'un budget annexe donc relatif au suivi de l'activité du CMS. Vous le savez, nous souhaitons suivre toutes les activités consommatrices du budget de façon claire et précise. Aussi, j'ai demandé à notre service comptable ainsi qu'au trésorier d'accepter de créer ce budget annexe afin de suivre au mieux nos dépenses et nos recettes de fonctionnement sur cette activité. Ce nouveau budget annexe sera assuré en application de l'instruction comptable M14. Il sera voté par chapitre dans les deux sections. C'est le rapport numéro 1. Bon. Pardon ?
Moi, je l'ai, j'ai le même que le vôtre, il y est, le rapport. Ah, on ne vous l'avez pas distribué. Ah, d'accord, d'accord. Bon, excusez-nous. Donc, je disais, ce nouveau budget annexe sera sur une application de l'instruction comptable M14. Il sera voté par chapitre dans ces deux sections, fonctionnement et investissement. Il ne sera pas assujetti à la TVA. Je vous demande de décider de créer ce budget annexe Centre municipal de santé et de m'autoriser à opérer les écritures d'ordre et budgétaires entre le budget principal et le budget annexe et à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Donc, le centre municipal de santé fonctionne déjà depuis 1 an. Sa réalisation et son fonctionnement ont été intégrés au départ dans le budget principal de la commune. Pour quelles raisons, au bout d'1 an de fonctionnement, vous décidez de créer ce budget annexe? Pourquoi ne pas l'avoir mis en place au départ de cette opération, tant pour sa réalisation que pour son fonctionnement? Parce que donc, la réalisation étant terminée, ça doit être assez difficile de faire un budget annexe après coup. Un budget annexe démarre à 0, et ensuite on fait les bilans, on fait les budgets, et on les étudie chaque année. On aurait dû normalement étudier le budget annexe, s'il avait été créé bien sûr, du centre municipal de santé, maintenant en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà mon observation. Donc, pour répondre à cela, c'est fort simple. Le budget donc, annexe est fait justement pour identifier par transparence exactement le fonctionnement et la section d'investissement donc, sur cette activité. On ne l'a pas fait la première année parce que donc, on était en phase d'installation, il n'y aurait aucun intérêt à le faire. Pour autant, les écritures comptables que nous allons reprendre vont reprendre donc, l'arriéré. Et de fait, donc, vous aurez donc, toute la transparence par rapport aux questions légitimes d'ailleurs que vous posez donc, régulièrement sur ce dossier. Voilà. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2. Il s'agit donc de la modificative numéro 2 de notre budget principal. Elle concerne des rééquilibrages et des provisions de dépenses, notamment le coût énergétique que nous avons provisionné, pour la section de fonctionnement et des régularisations de frais d'études et d'insertion dans les comptes travaux en cours et travaux définitifs dans la section d'investissement. Je vous demande donc d'approuver la décision modificative numéro 2 au PIP 2022 et de m'autoriser à signer tout acte relatif à cette affaire. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur, 1, 2, 3, les 4 membres de l'opposition. Dans le rapport numéro 3, ce dossier concerne la fixation des durées d'amortissement des biens. Nous avons obligation de passer nos investissements à l'amortissement à partir de 2019. Après une réunion avec le percepteur, j'ai accepté le principe de l'amortissement également pour les halles, bien que nous n'y soyons pas obligés, cet investissement étant antérieur à 2019. Car cela facilitera nos futures écritures comptables en 2023, et y compris donc quand nous serons sur la nomenclature M57 en 2024. Je rappelle que l'amortissement comptable se résume à une écriture de contrepartie entre les sections de fonctionnement et d'investissement, soit une dépense supplémentaire en fonctionnement et une recette de même valeur en investissement. Aussi, nous procéderons à une durée d'amortissement de 1 an pour les biens inférieurs à une valeur de 500 €. Je vous demande de m'autoriser à amortir les biens de faible valeur sur une durée de 1 an, de fixer le montant de ces biens dits faible valeur à 500 €, de m'autoriser à sortir de l'actif les biens dits de faible valeur après qu'ils aient été procédés donc à l'amortissement, et de préciser que l'amortissement pour chacune des catégories est la méthode linéaire, ce qui veut dire dans l'annuité constante sur la durée de l'amortissement, et enfin de fixer la durée d'amortissement pour chacune des catégories des biens, donc comme indiqué sur le tableau susmentionné. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Comment ça fait-il qu'on amortisse les halles? Je ne comprends pas. Vous dites que c'est pour des montants pas importants, mais là, quand même, c'est un montant. On va amortir les halles. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, ça, monsieur le maire, s'il vous plaît? Oui, je vous explique. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec les montants. Hein. C'est lié parce que c'est une activité commerciale, c'est quelque chose de nouveau pour la DGFiP. Ils nous demandent depuis même l'année dernière, donc ils nous demandaient de faire un amortissement là-dessus. Nous, de notre côté, donc, on avait jugé que ce n'était pas utile.
pour l'instant, mais maintenant, donc, nous approchons de la nomenclature M57 en 2024, et afin de faciliter le travail de nos services comptables, on a décidé d'accepter ce que nous demandait la DGFiP. Mais après, donc, ça joue en rien, si ce n'est donc une écriture en dépenses de fonctionnement et une écriture donc, en recettes d'investissement. Pour nous, ça ne nous gêne pas énormément, parce que comme vous le savez, nous avons une épargne cumulée importante, et dont les écritures donc, de charges de fonctionnement, en plus, ça ne nous dérange pas de les prendre. D'autres questions? Monsieur Banet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais vous n'avez pas reçu une subvention sur les Halles Pardon? de 90 000 euros? Vous n'aviez pas une subvention qui devait arriver de 90 000 euros Ça n'a rien, pour les Halles? ça n'a rien à voir, on parle d'amortissement, monsieur. Ah. Ça a Eh bien, absolument pour rien- l'amortissement, ça de 90 ça n'a non. absolument rien à voir. C'est une Ah bon. subvention qu'on attend, il sera noté, hein, mais pareil, hein, mais Ah, c'est de d'accord. l'amortissement, ça n'a rien à voir. Elle C'est n'est la pas valeur arrivée nette- alors. Elle n'est pas arrivée encore. C'est pour déterminer la valeur nette comptable. Non, mais elle n'est pas arrivée la subvention alors. Elle n'est pas arrivée encore. Mais D'accord. ce n'est pas la question, monsieur. Le sujet, c'est l'amortissement. Autre question? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Banet? Monsieur Gallego? Donc à la majorité, je vous remercie. Dossier donc, numéro 4, donc participation aux frais de scolarité, présenté par Madame Labbé. De Rivesaltes. 10. Transfert intercommunal des charges d'enseignement. Il est exposé au conseil municipal qu'une commune accueillant des élèves extérieurs à celle-ci peut solliciter une participation financière des communes d'origine des élèves scolarisés. L'école primaire de Rivesaltes a accueilli en classe Ulysse 2 enfants d'Espira de la Glie pour l'année scolaire 2021-2022. Par délibération du 21 décembre 2020 et selon l'article L 212-8 du Code de l'éducation, la commune de Rivesaltes demande une participation financière aux différentes communes de résidence des enfants accueillis. Il est à noter donc que le calcul de cette participation prend en charge l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement général de l'école, les fournitures scolaires, le petit matériel, matériel pédagogique, transport, personnel, les ATSEM, les agents de service, etc. Et doivent donc couvrir les dépenses indirectes liées à l'entretien des bâtiments et au chauffage, ainsi qu'aux produits d'entretien et autres fournitures. Au regard donc des charges supportées par la commune de Rivesaltes, il ressort que les frais de scolarisation par élève s'élèvent à 1 614 € pour un élève de maternelle et 546 € pour un élève en classe élémentaire. Pour la commune, 2 enfants sont scolarisés en classe élémentaire à Rivesaltes, ce qui implique pour la commune une participation à hauteur de 1 092 €. Il sera demandé donc au conseil municipal de se prononcer sur cette participation. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter le paiement de la participation financière pour l'année scolaire 2021-2022 d'un montant de 1 092 € pour 2 enfants d'Espira en classe Ulysse cycle 2 et Ulysse cycle 3 à la commune de Rivesaltes et de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 5, attribution des subventions aux associations, présenté par Madame Bagnous. Ça y est. Par délibération numéro DCM 2022-043 en date du 7 juin 2022 et délibération du numéro DCM 2022-062 en date du 6 septembre 2022, le conseil municipal a voté les subventions à différentes associations suivant les dossiers réceptionnés. À ce jour, d'autres associations sollicitent une subvention. Il est proposé exceptionnellement d'attribuer les participants suivants. Espira Bajas Rivesaltes, montant 5 000 €. Espira Yoga, 2 000 €. Total 7 000 €. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'attribuer les subventions 2022 telles que détaillées dans le tableau ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette affaire? Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Oui, donc Madame Bagnouls, dans le précédent conseil municipal du 6 septembre 2022, je vous avais fait remarquer la différence importante entre le montant de subvention que la commune de Bachaz a loué à ses associations et celle que vous attribuez aux associations d'Espira de la Glie. Vous m'avez répondu, Monsieur le maire plutôt m'a répondu, sans aucune preuve,
qu'il n'en était rien et que les subventions versées aux associations étaient beaucoup plus importantes que celles que Bachas verse à ces associations. Vous avez porté à notre connaissance que vous avez attribué une somme conséquente aux associations des établissements privés de la commune. Le montant de ces subventions ne figure pas dans le tableau que vous nous présentez. Donc ma question est la suivante. Quel est le montant de la subvention que vous avez attribuée au privé, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Gallego, comme je vous ai répondu à l'autre séance précédente, je vous ai déjà dit que lors du premier vote donc, des associations sur le 65, nous avons déclaré le montant de la subvention des écoles. Donc je vous invite à regarder vos dossiers et donc sinon vous nous écrivez au cabinet ici, on vous répondra. Mais on ne va pas répondre à cette question-là parce qu'on y a déjà répondu. Voilà, donc d'autres questions? Oui. Allez-y. Bonsoir. J'attends pareil, ça va l'air de fonctionner. Vous ne l'avez pas devant? On va le refaire, allez-y, demandez de nouveau. Branchez le micro. Allez-y, maintenant. Alors, pour la demande de subvention, normalement, il y a un document qui est rempli par les associations, non? Oui. Pour demander, est-ce qu'on peut avoir le nombre de licenciés de la commune sur chacune des deux assos? Je ne serai pas à même de vous répondre, mais on vous répondra. Donc, Jérémy, tu notes ça, s'il te plaît. On vous répondra. Oui, parce qu'on peut attribuer un montant, mais on ne sait pas proportionnellement. J'entends. Autre question? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ferreira, donc à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6, décision modificative numéro 1 du budget annexe DEAL, présenté par Madame Font, à qui je cède la parole. Attends, Vas-y. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les lois de décentralisation ont consacré l'élargissement des compétences des collectivités locales, leur montée en puissance économique et la libéralisation de leur financement. Cela implique que les acteurs disposent d'informations et d'indicateurs fiables et précis sur l'impact financier de leurs actions. Ce souci de transparence vis-à-vis des citoyens et des partenaires, notamment financiers, a conduit à l'adoption de cadres comptables qui permettent de mieux appréhender la situation financière des communes, tout en prenant en compte les spécificités de la gestion locale. En application du principe d'annualité, le budget local a vocation à retracer l'ensemble des autorisations budgétaires nécessaires pour l'exercice considéré. Cependant, afin de tenir compte des événements que ne pouvait connaître la commune au moment de l'élaboration de son budget primitif, il lui est reconnu le droit de pouvoir le modifier en cours d'année. Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. Les décisions modificatives peuvent inclure des virements de crédit entre nature, entre chapitres et entre sections. Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d'approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de crédit d'un chapitre à un autre vous sont soumis. Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au budget de la halle commerçante 2022. Donc les changements, donc augmentation de crédit, donc c'est le chapitre 67, titre annulé exercice antérieur pour 100 €. Donc ça c'est la réduction des charges de l'eau pour le boucher qui est arrivé plus tard que les autres commerçants. Ensuite le chapitre 68, dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants, pour 2 824,91 €. Donc ça, c'est le loyer qu'on n'a pas reçu de la fromagère, parce qu'elle a arrêté avant. Et ensuite, chapitre 42, dotation aux amortissements, donc 30 900 €, c'est l'amortissement des halles sur 30 ans. Et ensuite, c'est des écritures d'équilibre. Voilà. Ensuite, pardon. Donc, le conseil municipal décide-t-il d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget des halles commerçantes 2022, donc d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette affaire. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Oui. Donc en plus de la question qu'a posée mon collègue M. Banet,
Je tenais à vous demander si ces modifications et ces passations de financement d'une section à l'autre concernent le déficit qu'on avait fait paraître sur les halles de 200 et quelques mille euros, de 280 000 euros. Là, voilà, je vous pose la question, est-ce que ces modifications sont dues à ce fait? Le fait qu'on est en déficit et qu'il faut renflouer le budget annexe des halles. Voilà ma question, Madame la première adjointe. Tu veux que j'y réponde? Si tu veux. Vas-y, non, vas-y. Non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste pour... là, c'est En fonctionnement. Oui, c'est en fonctionnement. C'est juste une écriture d'équilibre. Il n'y a pas de... Moi, je vous ai dit les changements qu'il y avait et pourquoi ils y étaient. Mais ce n'est pas par rapport à ça. Dans le déficit, je vais vous répondre, monsieur. Le déficit est conservé, quoi. Le déficit est conservé. Il n'y a pas eu de basculement de la section... Mais monsieur, ce n'est pas un déficit. Aujourd'hui, vous bon parlez d'un déficit en mélangeant la section d'investissement et la section de fonctionnement. L'investissement, donc, nous faisons 32 000 et quelques euros d'excédent en fonctionnement que nous reversons directement à la section de fonctionnement et donc chaque année, ça diminue de l'excédent, 30 ou 32 000 euros. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est que donc, nous avions pré-budget 32 800 et quelques euros d'excédent et que donc, nous avons un impayé de 2 800 et quelques euros, donc on diminue budgétairement la recette de l'excédent que nous aurons au fonctionnement. Donc, au lieu d'enlever 32 000 euros au compte administratif, on n'enlèvera que 30 000. Mais l'investissement, il se paye au fur et à mesure donc, de l'excédent, monsieur. Voilà. Mais ce n'était pas le sujet. Autre question? C'est compliqué. Nous allons passer au vote. Moi, je suis qui est contre? Toi aussi? Patricia? Non. Donc, il y a 3 membres contre, M. Gallego, M. Banet, Mme Ferreira. Et moi, je m'abstiens. Et toi, tu t'abstiens. D'accord, ok. Donc, je vous remercie, c'est voté à la majorité. Donc, dossier numéro 7, c'est ça, ou 8? Oui, 7. 7, oui. Dans la décision budgétaire du BA des Halles, donc présentée par Nathalie Font. Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation, visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondant au titre émis par la collectivité, mais dont le recouvrement n'a pu être mené à son terme par le comptable en charge de recouvrement, et qui se traduira au final par une demande d'admission en non-valeur. Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au conseil municipal de constituer une provision au regard des montants susceptibles à ce jour d'être admis en non-valeur par le comptable, correspondant à la somme de 2 824,91 €. Il est ainsi proposé au conseil municipal, vu les articles L. 1612-16, L. 2321-1, L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d'être irrécouvrables sur proposition du comptable public. Le conseil municipal décide-t-il de constituer une provision pour créances douteuses et d'opter pour le régime des provisions semi-budgétaires sur option, décide ainsi l'inscription du budget 2022 au budget annexe des halles commerçantes, un montant de 2 824,91 € correspondant au montant susceptible d'être proposé en admission de non-valeur par le comptable public, autorise Monsieur le maire à reprendre la provision ainsi constituée. Et rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa transmission aux représentants de l'État. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Donc, on se rabat d'une délibération à l'autre. Donc, sur la dernière délibération, on parle de ces 2 824,91 € qu'on retrouve de nouveau là sur des créances douteuses. Alors, Madame la première adjointe, que signifient les créances douteuses? Que signifient les provisions semi-budgétaires en option? Tout ça, c'est compliqué. Alors, je voudrais savoir si des personnes n'ont pas payé, on n'a pas pu retrouver l'argent, on n'a pas pu récupérer l'argent, c'est la mairie qui le prend où et ça se déclare comment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Madame la première adjointe, s'il vous plaît?
Alors le montant déjà c'est le loyer qu'on n'a pas reçu du local de la fromagère, donc qui est parti avant et donc on n'a pas eu ces montants-là. Ensuite, l'admission en non-valeur, en fait, c'est des montants qu'on ne va pas récupérer. Donc on les met en fait on les a perdus quoi. C'est des montants perdus parce qu'ils ne vont pas nous payer parce qu'elle a fermé. Mais on les prend. Voilà. Vous dites que vous les reprenez quelque part. Je vais compléter, Oui. si vous voulez. Non, mais attendez, c'est Madame la première adjointe qui est le rapporteur. Elle devrait Si me vous voulez avoir une l'expliquer. information, j'essaie de vous la donner. Sinon, si ça ne vous intéresse pas... Mais justement, si ça m'intéresse. Eh bien, donc, je vais vous la donner. Donc, nous avons un impayé. Dans les collectivités territoriales, le maire est l'ordonnateur et le trésorier est le payeur. Contrairement au privé où le chef d'entreprise peut dire donc je mets ça en créance douteuse et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc là, en l'occurrence, donc c'est une entreprise qui a déposé le bilan et qui a été mise également en liquidation. Donc, comme le prévoit la loi, donc quand il y a une créance douteuse, on provisionne. On n'est pas obligé de provisionner à 100%, mais dans la mesure où donc l'entreprise est liquidée, qu'on ne récupérera pas donc cet argent. On le met donc à 100% en provision et nous le passerons en non-valeur donc sur notre compte administratif quand ça sera le moment. L'avantage que ça a, donc, c'est que ça nous permettra également de récupérer la TVA s'il y a. En tous les cas, dans le compte TVA, ça viendra en recette. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions autres? Nous passons donc au vote. Qui est contre? Monsieur Gallego. Qui s'abstient? Monsieur Banet. Donc à la majorité, je vous remercie. Dossier numéro 8, décision budgétaire sur le BP, c'est un peu la même chose. La provision pour créance douteuse présentée par Nathalie Font. Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation visant la prise en charge des budgets de créances irrécouvrables correspondant au titre émis par la collectivité, mais dont le recouvrement n'a pu être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement, et qui se traduira au final par une demande d'admission en non-valeur. Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au conseil municipal de constituer une provision à hauteur de 15% au regard des montants susceptibles à ce jour d'être admis en non-valeur par le comptable, correspondant à la somme de 2 800 €. Il est ainsi proposé au conseil municipal, vu les articles, donc les 4 articles du Code général des collectivités territoriales, considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d'être irrécouvrables sur proposition du comptable public. Donc le conseil municipal décide-t-il de décider de constituer une provision pour créances douteuses et d'opter pour le régime des prévisions semi-budgétaires en option, décide ainsi l'inscription au budget 2022 du budget communal d'un montant de 2 800 € correspondant au montant susceptible d'être proposé en admission en non-valeur par le comptable public. Autorise Monsieur le maire à reprendre les provisions ainsi constituées et rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa transmission aux représentants de l'État. Merci Nathalie. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Donc, dans la précédente délibération, on a ciblé la créance douteuse à la personne, la fromagère, soi-disant, Dangon qui n'a pas payé, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, Madame la première adjointe, à quoi correspondent ces 2 800 € de créances douteuses qui sont de nouveau provisionnées sur le budget principal, s'il vous plaît? Ah, pardon. Attends, vas-y. En fait, ces différents montants que l'on n'a pas, où on n'a pas été payé entre 2018 et 2019. C'est la même chose, en fait. Mais on n'a pas le détail exact des 2 800 €. D'accord, donc c'est un des montant... factures qui n'ont pas été payées. C'est des factures impayées. C'est Non, plusieurs, mais justement, montants. quand on rentre dans les détails, il faut aller au fond des choses et avoir au moins une liste de... Là, on accuse une fromagère qui a déposé le bilan, malheureusement. Et on aimerait savoir exactement, c'est une somme équivalente, à quoi elle correspond. Ça serait la moindre des choses, parce qu'on vote parfois des trucs qui sont beaucoup... Alors déjà, on n'accuse personne, j'insiste là-dessus. Et puis les 2 800 €, c'est un détail. Si vous voulez vraiment le détail, vous les demandez, on vous les donnera.
Oui. Non, mais Pas de quand on souci, fait un hein. conseil municipal, on met tout. Déjà, on n'a pas de décision, les de décision. Il n'y a pas de détails sur cette 2800 euros. Je m'excuse d'avoir dit, mais on désigne la personne qui doit les 2800 euros, c'est la fromagère. Là aussi, on pourrait avoir En fait- une liste de personnes, ou d'organismes qui nous doivent des sous, au moins. En fait, Monsieur Gallego, ce qu'il faut que vous entendiez, parce que c'est valable pour tout ce qui est dans ce type de décision, comme je le rappelais tout à l'heure, mais apparemment vous ne faites pas l'association de cela, le maire est l'ordonnateur, le trésorier est le payeur. Le trésorier est responsable du recouvrement de nos créances. Et c'est lui qui décide, on a une réunion de travail, qui décide quand donc il admet, d'après lui, qu'il a mis toute l'action contentieuse pour essayer de récupérer ses créances, qui décide de nous proposer de les mettre donc en irrécouvrable. Voilà comment ça se passe. Ensuite, donc, les créances, si vous en voulez la liste, on vous les passera. Mais je peux vous assurer, il y a des créances, par exemple, c'est un repas, 4 € et quelques, donc on ne recouvrera pas. Il doit y avoir 3 pages là-dessus. Et si vous vous souvenez bien, le conseil municipal précédent et celui d'avant, je vous avais annoncé donc, dans des délibérations que nous avions ce volume-là, qu'on était en train de voir avec le trésorier, donc pour regarder s'il y avait moyen de récupérer. Et donc, il y a plus de 2800 € d'ailleurs, puisqu'il y a encore des créances douteuses. Là, on a passé uniquement en irrécouvrable, ce qu'on est sûr qu'on ne va pas récupérer pour les années dont je ne savais pas, donc 2018 et 2019. Et on sait qu'on ne va pas la récupérer. Donc, le trésorier nous a demandé de le passer en irrécouvrable, en non-valeur dans le public. Voilà. Il suffit de Y le a-t-il dire. des questions autres? Non, c'est bon. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 9. Vous vous abstenez, d'accord. Monsieur Banet qui s'abstient. À la majorité, à l'unanimité, donc. OK. Donc, dossier numéro 9, donc, réactualisation de la longueur de voirie communale présentée par Patrick Malherbe, à qui je cède la parole. Vas-y. Vu les articles, Mets-toi le micro devant, pour qu'on t'entende bien. oui. Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du Code général des collectivités territoriales, il est exposé que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. La longueur de la voirie déclarée au service de la préfecture par la commune doit être réactualisée. Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l'ensemble des modifications et voies nouvelles de la commune a été établie le 10 octobre 2022 par le service technique de la mairie. Le linéaire de la voirie représente au total 17 275 mètres linéaires appartenant à la commune. Question. Le conseil municipal décide-t-il, précise que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 17 275 mètres linéaires. Autorise Monsieur le maire à entreprendre la démarche nécessaire pour signer les documents nécessaires à cet effet. Merci Patrick. Des questions? Monsieur Gallego. Donc là, on a la longueur de la voirie communale. Bien. Mais on a un chiffre de 17 275 mètres linéaires. Est-ce qu'on pourrait savoir, toujours pareil, parce que bon, quelle est l'ancienne longueur de la voie communale? Parce que maintenant qu'on doit s'occuper de l'entretenir, vu le transfert de compétences de Perpignan Métropole, il faut quand même qu'on sache qui doit faire quoi et qui doit payer, bien sûr. Alors, donc, le linéaire de cette voirie, donc, c'est le SIG avec les créations de voiries que nous faisons, qui nous l'a donné. Donc, c'est une réactualisation parce que la DGF est calculée là-dessus. Et donc, il est important pour nous qu'on ait la bonne longueur. Je pense qu'on pour répondre à votre question, on n'était pas loin de 15 km, ou juste au-dessus de 15 km précédemment. 16 412, exactement. 16 412, mais c'est le dossier derrière, donc. Voilà. Donc, si vous trouvez la page, vous l'avez. Il y a un rajout de 863 mètres. Je te remercie, Patrick, pour cette précision. Il fallait juste tourner la page, donc. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et merci, Patrick. Rapport 10, avenant au contrat pluriannuel. Non, je vais sauter une page, je pense. Non, c'est ça. Donc, avenant au contrat pluriannuel FIR, donc présenté par Christian Monnier. Attends. Vas-y.
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que, vu le décret 2012-271 du 27 février 2012, modifié le 5 octobre 2015 et le 13 février 2019, relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé, considérant l'enjeu du plan de transformation du système de santé, Ma Santé 2022, ayant pour ambition de répondre aux difficultés que rencontrent les Français dans certains territoires pour accéder à des soins de proximité. Considérant la délibération du conseil municipal numéro 2019-107 portant création d'un centre municipal de santé en date du 26 novembre 2019. Considérant la délibération du conseil municipal numéro 2022-070 approuvant le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2022-2024 au titre du fonds d'intervention régional entre l'Agence régionale de santé Occitanie, le Centre municipal de santé d'Espira-de-l'Agly et le 3e médecin dans les conditions d'un temps partiel. Considérant la délibération du conseil municipal numéro 2022-083 approuvant le passage à temps complet du 3e médecin. Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité assurant des activités de soins ambulatoires ainsi que des actions de prévention, d'exécution pour la santé, de formation, etc. Les médecins qui exercent un centre de santé sont des salariés. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2022-2024 au titre du fonds d'intervention régional par le dispositif 400 médecins, embauche de médecins généralistes salariés pour l'activité ambulatoire dans les territoires prioritaires, vise à favoriser l'installation des médecins spécialisés en médecine générale dans les territoires présentant des difficultés particulières en matière d'accès aux soins. Ce dispositif facilite et encourage la création de postes, l'ARS apportant un soutien financier à la structure employeuse en garantissant l'équilibre économique pendant 2 ans, soit le temps nécessaire pour constituer la patientèle du médecin. Cet avenant numéro 1 au contrat a pour objet de modifier l'engagement des parties stipulé dans l'article 3, item 3, relatif aux modalités de temps de travail du 3e médecin. Les autres articles de la Convention signée le 21 avril 2022 sont inchangés et restent tels que définis initialement. L'avenant à la Convention est joint à la présente délibération. Question. Le Conseil municipal décide-t-il d'approuver l'avenant à la Convention concernant le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2022-2024 au titre du fonds d'intervention régional entre l'Agence régionale de santé Occitanie, le Centre municipal de santé Espira-de-l'Agly et le 3e médecin, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile et document relatif à ce dossier. Merci. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12 que je vais vous présenter. Il s'agit de la convention de mise à disposition du service urbain. Ah, tu en avais l'autre. Il y a le 11. À la 11, j'ai sauté, excusez-moi. Vas-y, continue. Il y a le rapport numéro 11, vas-y. C'est le contrat d'entretien du cimetière présenté par Christian Mounier, excusez-moi. Il est rappelé au conseil municipal que le contrat d'entretien du cimetière avec l'ESAT Charles de Mandit est arrivé à échéance. Le conseil municipal est informé de la nécessité d'établir un nouveau contrat d'entretien des espaces verts pour le cimetière pour l'année 2023 avec l'ESAT Charles de Mandit de Bonpass. Dans le cadre de ce contrat, il est compris les travaux d'entretien à zéro phyto suivants: le débroussaillage, ratissage, désherbage naturel, suivant le calendrier établi avec le directeur technique, s'étalant de mars à décembre, comprenant le forfait engins, machines, outils et consommables divers et le forfait déchetterie. Cette prestation annuelle est valable pour l'année 2023 et sera renouvelable chaque année dans la limite de 3 ans maximum. Le coût annuel du contrat s'élève à la somme de 6 339,80 € hors taxes, soit 7 607,76 € toutes taxes. La facturation s'établira sur la base de 12 mensualités de janvier à décembre 2023 d'un montant de 633,98 € toutes taxes. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter de conclure un contrat avec l'ESAT Charles de Mandit de Bonpass selon les modalités énoncées ci-dessus, de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer le contrat et toute pièce relative à ce dossier?
Merci Christiane. Des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc dossier numéro 12. La convention de mise à disposition du service urbanisme avec la commune de Rivesaltes. Notre agent instructeur ayant fait valoir son droit à mutation vers la commune de Perpignan, je vous propose d'externaliser ce service. Je vous demande d'accepter donc de conclure une convention de mise à disposition du service urbanisme entre les communes de Rivesaltes et d'Espira et de me donner tout pouvoir pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Et là, vous ne le lisez pas, toute la convention qu'on a à faire, non? Alors vous pouvez le lire, je ne fais pas la lecture, mais vous pouvez le lire. Non, mais d'habitude, tout le monde le lit, quoi. Je veux dire, là, vous passez assez rapidement. C'est pas le but, Vous monsieur. passez assez rapidement là-dessus, parce que là, j'ai une observation à faire, si je peux. On vous écoute. D'accord. Donc, ça se passe dans le... Oui. Pendant la première mandature, vous avez signé une convention avec le service urbanisme de la ville de Perpignan pour l'instruction des PC, donc permis de construire, certificat d'urbanisme, déclaration préalable, etc. Sans donner aucune raison, vous avez décidé de mettre fin à cette convention et de recruter une instructrice de demande de permis de construire, exclusivement réservée pour les dossiers déposés en mairie d'Espira. Compte tenu du faible nombre de dossiers déposés dans la commune, ce recrutement n'était pas nécessaire. Mais pour rentabiliser ce poste, la personne que vous aviez recrutée assurait souvent le remplacement au bureau d'accueil du public en mairie. Il lui a fallu 2 ans pour se rendre compte que cette situation professionnelle, dont la sienne, était dévalorisante et qu'elle ne pouvait perdurer. Aujourd'hui, elle ne fait plus partie du personnel de la mairie et a trouvé un poste plus gratifiant au sein du service urbanisme de la ville de Perpignan, dont nous dépendions lors du premier mandat. La signature de cette convention avec les services de Rivesaltes nous ramène à la case départ, c'est-à-dire qu'on va dépendre d'un service instructeur indépendant du village. Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas revenir sur les services instructeurs de Perpignan, qui, je pense, ils étaient de bonne qualité, ou alors tout simplement recruter pour remplacer le poste vacant? Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Je vais essayer de vous répondre très simplement. Vous avez en même temps les questions et les réponses. La problématique que nous avons, c'est que l'urbanisme chez nous, c'est un poste à peu près de 20 heures, 20, 23 heures en moyenne sur l'année. Donc, c'était à la demande de l'agent, quand on l'avait recruté, elle le savait, mais elle souhaitait également donc, acquérir de nouvelles expériences et de nouvelles compétences dans d'autres métiers. Et c'est à sa demande donc, que nous avons fait ces choses-là. Tout ce qui a été factuel, qui a été dit par vous, je vous le laisse. Factuel, monsieur le maire? Monsieur, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Je ne vous coupe pas, je vous réponds. C'était factuel parce que dévalorisant, elle est partie. Mais bien sûr, c'était le même qui me l'a dit. Monsieur Gallego, s'il vous plaît. D'accord? Essayez d'avoir un peu de tenue, s'il vous plaît. J'ai de la tenue, monsieur. Et donc, laissez-moi parler. Très bien, je vous laisse parler. Bon, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va continuer. Donc, dans l'explication, l'agent, donc, en l'occurrence, donc, a un poste donc, à 100% dans ce métier-là. Et donc, le premier droit d'un agent territorial quand il est titulaire, c'est son droit à mutation. C'est la plus grande entreprise de France. Elle a choisi de muter. Je lui souhaite un bel avenir. Vous avez dit qu'elle ne faisait plus partie du personnel. Elle est encore là jusqu'à demain. Donc, vous avez anticipé les choses. Et donc, voilà, pour ce qui est de cela. Ensuite, pour ce qui est donc, du recrutement, et la question était de savoir pourquoi on n'avait pas conventionné avec la ville de Perpignan. Vous avez également donc, la question et la réponse. Alors, je vais essayer de vous répondre à cela. Nous avons choisi donc Rivesaltes parce que quand nous avons travaillé avec Perpignan, sur tous les dossiers que nous déposions, nous, la commune, il y avait des fuites. Et donc, comme il y avait des fuites, on a retrouvé la personne qui donnait ces fuites pendant l'instruction. D'ailleurs, la personne a été mutée de son service par le maire de Perpignan. Je en resterai là, n'est-ce pas, monsieur Gallego? Et donc, pour ce qui concerne donc, le fait de ne pas le faire à l'interne de nouveau, parce que malheureusement, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas donc, un temps complet sur ce métier, que c'est un niveau ingénieur et que la ville de Perpignan, comme les grandes villes, puisqu'aujourd'hui, donc, il faut savoir que l'urbanisme a été transféré donc, à la communauté urbaine et que très certainement, donc, à terme, donc, c'est la communauté urbaine qui instruira donc, tous les dossiers. On se fait piller à chaque fois comme dans d'autres services. C'est-à-dire on a la possibilité d'avoir un agent pour 20 heures et quand l'agent, pour lui, personnellement, il a un 100% dans son métier, il le prend. Il y a d'autres raisons, mais ça, moi, j'en ai discuté avec la personne concernée, je sais pourquoi. Et ensuite, donc, plutôt que de se faire piller le service, on a choisi de conventionner avec la ville de Perpignan parce qu'on a une proximité avec eux, on a une certaine sécurité avec eux. Monsieur Gallego,
Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Donc, on a une certaine sécurité avec eux. On va essayer de travailler. Nous avons une réunion de travail, d'ailleurs, demain sur ce sujet-là. Et on verra bien ce que ça donne. Mais en tous les cas, ça nous permettra de pouvoir instruire dans les délais, pour l'instant, donc, notre urbanisme. Voilà, d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Monsieur Banet, Monsieur Gallego, Madame Ferreira. Qui s'abstient? Madame Albafouille. Donc, nous déclarons donc le vote à la majorité. Le rapport numéro 13, donc, qui est une convention de servitude de passage de réseau Enedis, présenté par Monsieur Martinez. Attends, ça, c'est pas venu. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Il est exposé au conseil municipal de la nécessité de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle cadastrée section AH13 rue Pasteur, permettant la réalisation d'ouvrages de distribution électrique. Ces travaux consistent au passage de conducteurs aériens d'électricité sur la façade désignée sur une longueur totale d'environ 10 mètres. La convention est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. Dans le cadre de cette servitude, la société Enedis se charge et à ses frais de faire authentifier la dite convention par acte notarié, en vue de sa publication au service de la publicité foncière compétent. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette convention. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle cadastrée section AH13 rue Pasteur dans le cadre du passage de conducteurs aériens d'électricité sur la façade désignée sur une longueur totale d'environ 10 mètres, de donner tout pouvoir à M. Philippe Foucault, maire, pour signer la convention, l'acte authentique et toute pièce relative à ce dossier. Merci Robert. Des interventions? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 14, donc transfert de contrat de bail de mise à disposition d'intérêt entre la société Orange et Totem, présenté par Adeline Jourdan. Tu prends le micro, Adeline? Je parle, là. Tu appuies sur le bouton à ta gauche. Attends. C'est bon. Le 10 novembre 2020, par délibération référencée CM 2020-129, le conseil municipal a adopté le renouvellement d'un contrat de bail avec la société Orange relatif à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit Mirande-Basse, section cadastrale AM50. Ce bail disposait des caractéristiques suivantes. Durée 12 ans, renouvelable de plein droit par période successive de 6 ans. Redevance, loyer annuel d'un montant de 3 400 € avec une indexation de 1% par an. Versement d'un montant de 1 000 € en supplément de la redevance annuelle dès la mise en service d'un autre opérateur sur le pylône. Les services municipaux ont été informés que ledit contrat de bail signé le 11 janvier 2021 a été résilié par anticipation à compter du 31 décembre 2021. La société Totem France venant au droit dans l'application du dit contrat à compter du 1er janvier 2022. La présente délibération a pour objet de régulariser ce transfert de contrat de bail de la société Orange SA à la société Totem France. Totem France propose à la commune de reprendre le bail et de procéder à la mise à disposition les emplacements d'une surface de 13 mètres carrés environ, dont les plans figurent dans le bail annexé à la présente délibération dans les conditions suivantes. Durée. Le bail est consenti pour une durée de 12 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et sera renouvelé de plein droit par période successive de 6 ans. Redevance. Le loyer annuel est de 3 500 € avec une indexation de 1% par an. Versement de 1 000 € en supplément de la redevance annuelle dès la mise en service d'un autre opérateur sur le pylône. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette régularisation et sur la conclusion d'un contrat de bail avec la société Totem France dans les conditions ci-dessus énoncées. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'adopter le contrat de bail avec la société Totem France à partir du 1er janvier 2022, aux termes et conditions tels exposés dans le contrat de bail, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de bail avec la société Totem France ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier.
Merci Adeline. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 15, acquisition des parcelles cadastrées à 728 et 729, présenté par M. Joncan. Par délibération du Conseil municipal 2020-22-001 du 15 février 2022, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition d'environ 4100 m² des parcelles cadastrées des 728 et 729 situées au lieu-dit l'enclos afin de résoudre les problèmes inhérents existant depuis toujours sur le lotissement du village. Le document d'arpentage ayant été réalisé, il convient de délibérer sur les superficies définitives à acquérir, à savoir que la parcelle D729 dans sa totalité, soit 21 aras, et les parcelles D728 qui ont été découpées en D4921 pour 18 aras 12 et la 4922 pour 59 aras 81. Ces parcelles se trouvent en zone N et UB du plan local d'urbanisme. Le prix d'acquisition est de 4 € le mètre carré. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir ces parcelles. Les frais de notaire et des frais annexes seront en charge de la commune. La question, le conseil municipal décide-t-il d'approuver l'acquisition des parcelles citées ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer le compromis de l'acte authentique de vente sous réserve de la réalisation des conditions suspensives que sont l'acceptation de l'autorisation du document d'urbanisme qui sera déposé ainsi que le purgeage de tout recours. De préciser que ces actes seront dressés par l'étude notariale de Maître Remec Rodolphe, 1 rue Pierre-Marie Curie à Rivesaltes, et toutes les pièces relatives à ce dossier. De préciser que la dépense liée à l'exécution de la présente délibération sera inscrite au budget principal de la commune en 2022. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Donc, comme vous le précisez dans votre texte, monsieur, lors du conseil municipal du 15 février, nous avons délibéré sur cette acquisition, sur l'acquisition de ces terrains. Nous ne comprenons pas pourquoi, aujourd'hui, vous nous demandez de recommencer le même vote. C'est la première fois qu'on vote 2 fois pour la même chose, pour la surface, qui aurait pu être établie déjà préalablement. Donc mes questions sont les suivantes. Y a-t-il du nouveau dans ce dossier? Premièrement, l'étude environnementale a-t-elle été réalisée? La déclaration préalable a-t-elle été accordée? Si elle a été déposée, bien sûr, la nouvelle. L'appel d'offres classé sans suite a-t-il été relancé? Donc on sait bien qu'avant d'acquérir des terrains, même avec des conditions suspensives, il faut s'assurer que les projets soient réalisables tant au point de vue des autorisations, comme vous le formulez, des problèmes techniques et surtout de leur financement. Vous nous avez affirmé que la réalisation de ce contournement du lotissement du village ne coûterait pas 1 € aux contribuables d'Espira. Mais compte tenu du transfert de la compétence voirie de Perpignan Métropole aux communes de l'Agglo, je doute peut-être que ça ne coûtera rien à la commune d'Espira. Celle-ci, dont les communes devront assurer seules la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de voirie communale. Avec ces nouvelles dispositions, la voie de contournement, si elle doit être réalisée, je pense donc, serait totalement financée par la commune. Pouvons-nous faire face encore à une telle dépense, monsieur le maire? Donc, je vais essayer de vous répondre à plusieurs questions. Vous faites état donc, du futur transfert et d'ailleurs des délibérations qui vont arriver donc, derrière, concernant donc, le fait qu'il y ait un retour d'une quantité de voirie qui soit donc, renvoyée donc, vers les communes. Vous oubliez de dire, parce qu'effectivement, il y a un coût, mais vous oubliez de dire que quand on transfère une compétence, on transfère la charge, donc on ne paie plus rien, mais on transfère aussi la recette qui va payer cette charge. Donc la recette vient en diminution de l'attribution de compensation. Là, c'est le cas inverse. Les voiries qui vont être renvoyées, donc on va nous renvoyer aussi la part avec la dynamique donc, des 7 ans qui sont passés, mais ça on y reviendra dessus, donc en recette. Donc effectivement, ça sera neutre, même si c'est un coût, parce que quand la communauté urbaine payait pour nous, on nous avait capté la recette pour cela. Là, c'est seulement le budget donc, communal qui va le porter, mais nous aurons la recette pour le financer. Ça, c'est la première des questions. Ensuite, donc, pour ce qui est donc, de l'étude au cas par cas de l'Adréal, nous avons donc un retour de l'Adréal là-dessus.
qui donc aujourd'hui ne voient pas de mesures spécifiques à prendre compensatoires dans le cadre donc, environnemental, même si nous avons donc mandaté un ingénieur environnemental pour aller vérifier ces choses-là, et que nous avons quand même, nous, identifié quelque chose, et que nous proposerons de toute façon, si le dossier avance, la mesure compensatoire. C'est rien c'est pas des choses qui sont de premier plan au niveau de la protection, que ce soit donc de la faune ou de la flore, mais pour autant, donc, on est toujours donc, nous, en tant que citoyens d'Espira-de-la-Glie, avant d'être élus, donc, soucieux de cet aspect-là. Ensuite, donc, vous avez parlé de DP. Moi, j'irai un peu plus loin dans la démarche. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit donc, aux opposants, que je respecte bien entendu dans leur décision sur ce projet-là, je leur ai expliqué que nous allions faire tout au niveau transparence et clair, de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Après, bien évidemment, on ne pourra jamais donc, comparer donc, et mettre donc, en face donc, l'intérêt privé et l'intérêt donc, général. Ça s'entend, mais on essaiera de trouver ces solutions quand nous y serons. Pour l'instant, donc, le document d'urbanisme qui serait déposé, ça peut être une DP, mais ça peut être donc un permis d'aménagement, parce que j'ai demandé donc, à la DTTM de regarder les choses de façon beaucoup plus précise, même si nous, réglementairement, donc avec nos avocats, on sait qu'on pourrait s'appuyer sur cette jurisprudence, à savoir de partir sur une DP, parce que la surface artificialisée ne nécessite pas donc, un permis d'aménager. Mais pour autant, j'ai demandé donc, à la DTTM, j'attends encore leur retour, de regarder donc, la loi sur l'eau au niveau du bassin versant. Et donc, on verra donc, s'ils nous demandent donc, de faire cela, auquel cas, donc, ça ne serait plus une DP, mais un permis d'aménager. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Nous allons, il y a d'autres questions sur ce sujet. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Donc les 4 membres de l'opposition. Donc à la majorité, je vous remercie. Alors, là maintenant, nous passons au rapport numéro 16. C'est la convention financière pour le versement de fonds de concours pluvial présentée par Louis Albafouille. Tu appuies sur le micro, Louis. Attends, je vais te le dire. J'attends que ça arrive. Vas-y. Voilà, il est rappelé au conseil municipal que la commune a décidé d'engager des travaux de pluvial en 2021 au jardin de la Mola. Le montant de l'opération s'élève à 13 476 € hors taxes et hors subvention. Il est sollicité à la commune Espira-de-la-Glie, de la part de Perpignan Méditerranée Métropole, un fonds de concours au titre des travaux réalisés par PMM en 2021 pour une opération pluviale pour un montant de 4 492 € hors taxes. Ce fonds de concours serait attribué conformément aux dispositions de l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours. Question. Le conseil municipal décide-t-il de conventionner avec Perpignan Méditerranée Métropole afin de verser le fonds de concours pluvial au titre de travaux réalisés en 2021 pour le jardin de la Mola, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant de mener cette affaire à son terme. Merci Louis. Des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 17 que je vais vous présenter. Cette délibération est présentée donc, afin de valider la délibération numéro 2022/09/160 du Conseil communautaire du 12 septembre 2022. Sachant que pour valider ce type de délibération du Conseil communautaire, il faut une majorité qualifiée des 2/3 des habitants de PMM représentant au moins 50% des communes membres. Il s'agit de la subordination de la compétence voirie à la définition de l'intérêt communautaire. Depuis la promulgation de la loi 3DS, chaque communauté urbaine a la possibilité de redéfinir le périmètre de ses voiries intercommunales. À PMM, nous avions 2 types de voiries, les VCO, dont les voiries communautaires, et la voirie transférée en 2016 lors de notre passage en communauté urbaine. Le Conseil communautaire a décidé de stopper le programme VCO, arrêté donc en décembre 2020, en créant d'une part les nouvelles voiries intérêt communautaire, appelées maintenant les VIC,
s'appelleront donc en 2023, et d'autre part en proposant de retourner toutes les autres voiries vers chaque commune. Pour notre commune, un linéaire de VIC, donc de voirie intercommunautaire, a été proposé en fonction de ce qu'accepte la définition du nouveau périmètre, soit environ 1 km, pour une retenue sur AC de 17 560 €. Enfin, pour le retour des voiries en commune, avec le service finance et le contrôle gestion que je préside, nous avons arrêté 2 méthodes pour l'évaluation financière de ce transfert. La CLET de fin décembre définira la méthode choisie. Courant décembre, voire début janvier, je vous présenterai la méthode d'évaluation retenue et nous aurons à délibérer. Le conseil municipal décide-t-il de subordonner toute ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de la voirie à la définition de son intérêt communautaire? De dire que le B du 2e de l'article 5, compétence obligatoire des statuts de PMM, sera en conséquence libellé comme suit. Création, aménagement, entretien de la voirie d'intérêt communautaire, VIC. De dire que la présente délibération sera notifiée à PMM afin de m'autoriser à signer tout acte utile. Y a-t-il des questions? Allez-y, appuyez sur le micro. C'est fait. C'est fait? Allez. Donc, cette subordination de compétences ne correspond qu'aux voies communautaires. Et nous n'avons qu'1 kilomètre de voies communautaires pour un équivalent de 17 600 €. Oui. Très bien. Donc ça reste, pour faire une petite question, à la charge de notre commune. Okay. Mais par contre, ce qu'a dit le précédent rapporteur concernant les voies communales, de 17 000 mètres linéaires, c'est là où il faut, dès qu'on entamera dans la modification des statuts, la prochaine délibération, la numéro 18, savoir exactement, et ça il faut que vous nous le précisiez, monsieur le maire, qui va payer l'entretien des voies donc communales, vu le changement de cap de Perpignan Méditerranée Métropole. Voilà. Et après, bien sûr, on en discutera. Je vais essayer de vous répondre. Donc, aujourd'hui, par la loi 3DS, parce qu'avant c'était la loi NOTRe, donc on a été obligé, donc en 2016, de virer, de transférer toutes nos voiries, puisque c'était une compétence obligatoire. On a fait un principe d'évaluation. Donc, ce principe d'évaluation a dit, donc je parle en valeur 100, on transfère 100 de charges en fonctionnement et 100 de charges en investissement. Pour calculer l'évaluation qu'on nous retenait en recette, on a pris les 4 dernières années de fonctionnement et on a fait donc un coût moyen. Et on a dit voilà ce que l'on fait en transfert de recettes qu'on nous retient tous les ans pour payer donc le transfert du fonctionnement des voiries, donc l'entretien, comme vous dites. Ensuite, pour ce qui est de l'investissement, on a donc donné une PPI. Elle était pour nous donc de 170 000 € TTC. Et donc là-dessus, donc, on avait donc un emprunt qui était porté par la communauté urbaine, comme toutes les autres communes, sur 20 ans, à 1 point, et qui donc payait donc cet amortissement. Mais on nous a pris, pour payer cet investissement, on nous a pris donc toutes les recettes de taxes d'aménagement, toutes les recettes des RODP et toutes les recettes d'amende de police pour payer cela. Donc en fait, et je vais terminer parce qu'il y avait 2 modes de gestion également là-dessus, donc à la communauté urbaine. En fait, si vous voulez, donc, on a toujours payé la voirie. Sauf que donc, elle était transférée à la communauté urbaine, on l'a transférée donc, comme le prévoit le législateur, à l'euro, sans de dépenses, sans de recettes qui étaient captées. Donc, tout ce qui était cette fiscalité, on ne l'apercevait plus depuis 2016. La ville d'Espira de la Glie, comme donc, je crois, 26 ou 28 communes, des 36, a choisi de travailler en convention de gestion. C'est-à-dire qu'on a envoyé, comme le prévoyait le législateur avec la loi NOTRe, les voiries donc, à la communauté urbaine, mais ils nous ont envoyé pour la même valeur, donc le fonctionnement à l'investissement. Le fonctionnement a été payé en 12e, donc tous les mois on encaissait un 12e de ce qu'on en avait évalué. Et en termes d'investissement, on avait donc 170 000 €, et quand les 170 000 € étaient dépassés, puisqu'on a fait beaucoup de voiries, ça a été le cas. On a voté ici en conseil municipal, chaque fois un fonds de concours communal pour payer la différence. Voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, le transfert se fait dans l'autre sens. On n'a pas arrêté encore ni le conseil communautaire, ni la CLET, ça se fera en fin décembre, donc le montant évaluatif. J'ai proposé 2 modes d'évaluation. Bien évidemment, il y a 2 modes de gestion qui sont différents
Et donc, les pôles territoriaux ne sont pas d'accord sur une des hypothèses. La deuxième hypothèse, qui sera certainement celle qui sera retenue, ou qui serait retenue plutôt, c'est de dire qu'on va prendre le montant transféré en 2016, on va donc calculer la dynamique sur les 7 ans, parce qu'en charge de fonctionnement, notamment donc, les salaires ont augmenté, les coûts des matériaux ont augmenté. Donc tout ça, on va l'indexer et on va transférer cette dynamique qui devrait faire autour de 22 à 24% par rapport au montant qu'on a transféré en 2016. Ensuite, pour ce qui est de l'investissement, eh bien, il nous renvoie donc les voiries que nous allons porter directement avec le budget communal. Mais je rappelle que donc, toutes les recettes que l'on nous prenait de fiscalité pour payer donc, ce qu'on avait transféré nous sera renvoyé également donc, à l'euro. Donc aujourd'hui, on va retrouver notre taxe d'aménagement, on va retrouver notre RODP et on va retrouver donc, les amendes de police. Par exemple, la délibération qu'on vient de prendre avec Robert Martinez donc, de droit de passage pour Enedis, c'est la taxe RODP et donc ça nous permet donc, bien entendu de pouvoir fiscaliser cette entreprise. Voilà. D'autres questions? Est-ce que je peux vous répondre? Non, ce n'est pas une réponse. Je ne souhaite pas votre réponse. Vous posez des questions, je vous réponds si vous avez une autre question. Je peux vous poser une autre question, non? Ah oui, bien sûr. Bien. Donc, vous avez bien expliqué tout ça, on a compris à moitié. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, les taxes d'aménagement, pour que tout le monde le sache, sont des taxes qui viennent sur les constructions, tout ça. Mais s'il n'y a pas de construction, de nouvelles constructions, il n'y aura pas de taxes, il n'y aura pas d'entrée d'argent. Ce ne sont pas les 4 procès-verbaux qu'on va faire ici, les 4 petits trucs qui vont payer les 17 000 et quelques mètres linéaires de chaussée. Donc maintenant, on va se retrouver avec les routes d'Espira de la Glie dans le même état pendant très longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que ce transfert nous est, à mon avis, défavorable. Donc en fait, vous ne posez pas de questions, vous continuez donc sur votre présentation, mais il n'y a pas de problème, je vais répondre. Je fais comme vous. Et je vous assure, non mais moi je suis le président de l'Assemblée, monsieur. Je vous assure, monsieur Gallego, qu'il y a quelque chose, c'est là que je n'arrive pas à saisir vos interventions. Et moi non plus, les vôtres. Non mais ce n'est pas très grave ça. Si, monsieur Gallego, arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. C'est vraiment, sincèrement, moi je vous laisse parler, vous dites ce que vous avez à dire, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Donc je disais que c'est justement le transfert qui a été fait donc, à la communauté urbaine en 2016. Moi, je suis donc responsable du contrôle de gestion à la communauté urbaine. Et on a identifié dès 2017 que nous avions donc un déséquilibre de transfert qui était donc, le législateur prévoit que le transfert se fasse à l'euro, c'est-à-dire sans de dépenses, sans de recettes. Et donc par rapport à l'évaluation, bien évidemment, on a été à 100 de dépenses, même certaines communes largement au-delà des 110 à 120% de leurs dépenses, alors que la recette perçue réellement, toutes communes confondues, c'est un budget de plus de 50 millions d'euros, donc toutes les recettes confondues ne pesaient que 52%. Dans le système évaluatif, il y avait des faits du prince qui ont été donc réalisés, et je pèse mes mots, mais je l'ai déjà exprimé plusieurs fois en communauté urbaine. Des faits du prince qui étaient les suivants. Il y avait donc une équation qui s'appelait l'équité-solidarité, qui permettait aux communes, d'un côté comme de l'autre, de prendre de l'argent sur le dos de la communauté urbaine, alors que si une commune a envie de faire des trottoirs en granit, ben elle se les finance. Si une autre commune a envie de les faire donc avec de la PE en béton, elle se les finance également. Mais il n'y a pas de raison que les communes soient sponsorisées. Ensuite, il y a des communes qui ont dit en recette garantie des remboursements d'assurance en investissement, alors que donc on a pris les 10 dernières années moyennes. Et bien entendu, on n'a pas de litige assurance tous les ans. Donc ça aussi, c'est un fait du prince. Donc on n'a pas encaissé cette somme-là. Ensuite, il y a eu une subvention qu'on encaisse en commune, qu'on va pouvoir demander maintenant, donc qui s'appelle la DETR. Et la DETR, dont la communauté urbaine n'y était pas éligible. Donc aujourd'hui, la communauté urbaine, donc sur le compte administratif en cumulé à fin 2022, sera déficitaire en 7 ans de 61 millions d'euros. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle donc, on a demandé, sous forme de révision libre, de prendre cette décision en conseil communautaire et de l'autre côté la CLET qui valide ça. Et je rappelle que la CLET n'est pas qu'avec des membres élus, il y a aussi des gens de la société civile. Donc de façon à ce qu'on soit sur quelque chose d'équitable. Pour ce qui est de la voirie à Espira de la Glie, la ville d'Espira de la Glie a profité des faits du prince pour 53 000 euros par an.
Donc c'est 53 000 euros par an, venaient donc en plus des 170 000 euros. Donc je pense que pendant ces temps, on en a largement profité et que maintenant, en tant que citoyen contribuable avant d'être maire, j'estime que les choses doivent se faire normalement. Donc on a fait beaucoup de programmes voirie de 2016, donc même 2015, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, et on a fait un état de nos réseaux, donc avec les services techniques et la communauté urbaine, et donc bien entendu, le volant d'investissement que nous avions jusqu'à présent, la dernière année, c'était l'année 2022 avec le contournement qui a été déprogrammé mais qu'on a budgété, donc nous on sait le porter. Après, ça sera donc des investissements en voirie qui seront moindres parce que, premièrement, donc avant de faire de la voirie complète, je ne parle pas de tapis, c'est moins cher le tapis, mais en entretien donc. Mais pour refaire de la voirie, il faut refaire d'abord la tripaille dessous. Et la tripaille, comme vous le savez, donc à partir du 1er janvier 2023, elle sera en DSP unique. Il y a un plan de financement également, donc, et que donc c'est eux qui vont décider des programmations futures de nos voiries, parce que faire un tapis, quand c'est vraiment défait, comme on a su le faire donc, à certains endroits, notamment à la rue Pasteur, comme on a su le faire donc, sur le morceau qui manquait à la rue du 4 septembre. Donc là, on n'a pas refait la tripaille, mais ça sera à refaire un jour. Comme donc actuellement, on est en discussion sur le lotissement du Canigou HLM, qui nous demandent de rentrer ça dans le domaine public, alors que donc, ils ont bien profité des locations et qui ont vendu presque les 80 ou 85% des villas, et que donc, là, bien entendu, il y a les réseaux à refaire et la voirie. Voilà, ce sont des choses comme ça. Ce n'est pas dans le détail, mais quand on rentrera sur ces dossiers-là, bien entendu, on les présentera en conseil municipal. Voilà, d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Monsieur Gallego, Monsieur Banet. Qui s'abstient? Madame Ferreira. Voilà, donc, on est là, on est autorisé à signer. Oui. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est comme ça, donc, en la majorité. Je vous remercie. Alors là, donc, la deuxième délibération qui arrive derrière, c'est un peu la même chose. C'est la même chose, c'est la continuité. Donc, La modification des statuts de PMM. Cette délibération est présentée afin de valider la délibération 2022-09-161. La précédente, c'était la 160, du même conseil communautaire en date donc, du 12 septembre 2022. Sachant que pour valider ce type de délibération, il faut toujours une majorité qualifiée des 2/3 des habitants de PMM représentant au moins 50% des communes membres. Il s'agit de la suite du rapport précédent, complété par le rajout de la compétence plan vélo dans les statuts de PMM, qui était auparavant une compétence facultative, ainsi que d'une mise à jour pour prendre en compte le nouveau libellé, donc on a parlé de tout à l'heure, création, aménagement, entretien de la voirie d'intérêt communautaire, les VIC. Et ensuite, donc, une troisième donc, décision, c'est d'actualiser le libellé des différentes compétences pour prendre en compte la promulgation des textes législatifs susvisés, dont les apports n'ont pas encore été fait l'objet d'une transposition dans nos statuts. Charlotte, vous connaissez bien ça. Hein? On en parlera tout à l'heure. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver la modification des statuts de PMM telle qu'elle a été adoptée par le conseil communautaire? De dire que la présente délibération sera notifiée à PMM afin de m'autoriser à signer tout acte utile. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 19, contrat d'apprentissage présenté par Madame Barthès. J'appuie sur le micro, je te dirai quand tu peux prendre la parole. Attends. Vas-y. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le Code du travail en particulier les articles L 6211-1 et suivant les articles D 6211-1 et suivant, vu la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vu l'ordonnance numéro 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, vu le décret numéro 2016-1998 du 37 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, de la notarisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels. Vu le décret numéro 2020-786 du 26 juin 2020
relatif aux modalités de mise en œuvre des contributions du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employeurs pour les collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, vu le saisine du comité technique en date du 20 octobre 2022, considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre de versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour une partie au centre de formation d'apprentissage ou fonction d'apprentissage. L'article L. 6221-1 du Code du travail, l'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et le suivi de cette formation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans résolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité ou à mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance en fonction sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans un ou les cycles de formation qu'il poursuit. Considérant que ces dispositifs présentent un intérêt tant pour les jeunes d'accueillir que les services d'accueillants, compte tenu des diplômes préparés par la postulante et la qualification requise par lui, considérant qu'il revient à l'Assemblée délibérante de délibérer sur les possibilités de recourir au contrat d'apprentissage. Question. Le conseil municipal décide-t-il de recourir au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti, précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à ces dispositifs et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues par le centre de formation d'apprentis en SUP-LR l'Université de Montpellier. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Donc, dossier numéro 20, donc modification du tableau des effectifs, création et suppression de postes présenté par Janine Labbé. C'est bon. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le conseil municipal est informé que pour les besoins des services, il convient de procéder à la suppression et à la création de postes. Pour ce qui est donc des postes à supprimer du tableau des effectifs, vous les avez donc énumérés en suivant. Et pour ce qui est donc des postes à créer au tableau des effectifs, ce sont les suivants. Donc un poste de chef de police municipale et un poste de chef de police municipale principal, deuxième classe. Le tableau des effectifs du personnel territorial donc, devra également être modifié comme suit. Bon, je ne vais pas vous faire le détail. Donc, le conseil municipal décide-t-il d'approuver les différentes suppressions donc, intitulées dans le corps du texte et les différentes créations de postes, à savoir 2, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement, de compléter le tableau des effectifs comme exposé ci-dessus et de dire que les crédits seront prévus au budget communal. Donc transmis à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales et Monsieur le trésorier municipal. Merci. Des questions? Monsieur Gallego. Allez-y. Bien. Le tableau des effectifs. Vous nous montrez là un tableau des effectifs avec des créations et des suppressions de postes. Ce tableau
bien difficile à décrypter, parce que personnellement, j'y arrive pas, et il n'y a pas que moi, bien sûr. Hein. Ce tableau difficile à décrypter ne révèle pas la réalité de l'état actuel du fonctionnement et de la valse du personnel dans notre mairie. Nous serions curieux de connaître les raisons de tous ces départs et arrêts de maladie en si peu de temps. Je cite, « Dans ce mandat, depuis 2 ans et demi, nous avons 3 personnes en arrêt maladie, 7 démissions à l'animation, 6 démissions à la police municipale, 1 démission à SVP, 2 démissions au service technique et 2 arrêts maladie. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, nous avons eu le départ de 3 DGS, 2 secrétaires générales et 2 instructrices ou instructeurs de permis de construire et 1 RH, ressources humaines. Donc, dans des conditions, recruter, enlever des postes, d'accord, mais comment actuellement une mairie de notre strate peut-elle fonctionner avec si peu de personnel et avec des départs qu'on va remplacer par des gens qui ne seront pas au courant, et ça va faire pendant un certain temps une période d'instabilité. Donc, moi, là, ce qui me tracasse, c'est pourquoi ces gens sont partis, ces personnes, pardon, sont partis. Et, monsieur le maire, si vous pouvez me donner une réponse, ça serait vraiment très très bien. Et parce qu'il y en a un paquet, il n'y a pas une raison précise, il y a beaucoup de raisons, je suppose. Je vous écoute. Je vais vous répondre. Alors, premièrement, je vais commencer en vous donnant un avertissement de séance, M. Gallego, parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Merci. Le dossier, ce n'est pas celui-là. Je sais que vous vous en moquez, mais une fois de plus, vous accaparez la parole pour prendre un sujet qui n'a absolument rien à voir. Je vous le laisse. Vous êtes une fois de plus factuel sur de la maladie. Je vous laisse ça. Je vous l'avais déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire 2022. Vous prenez tous des faits pour généraliser des choses. La question aujourd'hui, c'est nous avons donc à supprimer des postes et à créer des postes. Quand on crée un poste, on le fait donc bien évidemment par une décision du conseil municipal. Quand on recrute quelqu'un, il y a la possibilité, dans le recrutement, d'avoir des candidats qui arrivent avec 2, voire 3 grades différents pour occuper ce poste-là. C'est la raison pour laquelle on fait une ouverture chaque fois de 2 ou 3 postes, pour ne pas avoir donc la possibilité de ne pas recruter la personne. Comme vous le disiez, quand il manque du personnel, il faut aller vite. Donc on prend la délibération de façon à s'assurer que quand la personne dit oui, qu'elle est libérée, on puisse la recruter. Et le conseil municipal suivant, on annule les postes qu'on a créés en plus. Là, en l'occurrence, donc on a des PM à recruter, on a 2 grades dont 2 possibles. Voilà la raison donc de cette modification de grille. D'autres questions? Madame, c'est tout? Non, appuyez sur le... Est-ce qu'il serait possible que vous nous expliquiez concrètement le tableau, ce que ça veut dire nombre et pourvu? C'est ce que je viens de dire concrètement. Je n'ai pas compris. Eh bien, je vais le redire. Voilà. Quand on crée un poste, en l'occurrence, on prend un exemple, c'est la meilleure explication, c'est toujours l'exemple. Oui. Donc, quand on crée des postes donc, de policiers municipaux, ça peut être 1, ça peut être 2, là, en l'occurrence, c'est 2 personnes, il y a des grades possibles dans le recrutement. Donc, pour éviter qu'on ait, par exemple, donc, un grade donc, dans la délibération que nous prenons aujourd'hui et que demain, il nous arrive un candidat et qu'il ne soit pas de ce grade, à ce moment-là, on ne pourrait pas le recruter. Donc, on ouvre les postes. Une fois que le poste est pourvu, le conseil municipal qui suit, normalement, des fois le deuxième, mais souvent, quand ça suit derrière, on referme les postes qui ne sont pas ouverts, puisqu'il a été pourvu. Et donc, pour tous les postes, c'est comme ça que ça se passe. C'est très simple. Par exemple, alors, pour agent de maîtrise, il y a écrit nombre 2 et pourvu 1. Est-ce qu'on va recruter une personne? Oui. À ce poste-là? Où ça? Agent de maîtrise. Agent de maîtrise. Ah, je ne sais pas. Vous avez non, mais c'est pour vous expliquer. Écoutez, madame, au niveau du rapport, vous regardez, vous avez les postes qui sont fermés, les postes qui sont ouverts. Donc, dans le rapport, vous l'avez. Voilà. Donc ensuite, le service de ressources humaines dit voilà, donc pour ce grade-là, donc vous avez 2 possibilités de candidature. On ouvre les 2 postes en conseil municipal. On recrute des fois qu'une personne. Et une fois que la personne est donc sur le grade 1, eh le grade 2, on l'annule. Tout simplement. D'autres questions? Monsieur Gallego, prenez le micro qu'on vous entende.
Dans le tableau de gauche, nombre 1, je prends par exemple directrice générale des services. Nombre 1, pourvu 0. Donc vous allez embaucher une DGS. C'est ça? Mais s'il n'y a pas de DGS, on va embaucher une DGS, D'accord. bien évidemment. Attaché commercial, un prévu obligatoire. Attaché commercial. Attaché principal, excusez-moi. Oui. Principal, nombre 1 prévu, obligatoire. Oui. Pourvu, il y en a 0, donc on va recruter un attaché principal. Non, donc, c'est ce que je viens d'expliquer, monsieur. On on ouvre plusieurs grades pour avoir la chance de pouvoir retenir le candidat quand il est présent. À partir du moment où le poste est pourvu, s'il y a eu 3 grades d'ouvert, on en supprime 2 derrière. Parce qu'on n'a pas besoin de 3 DGS, bien évidemment. Mais un DGS, pour être DGS, il faut être d'abord attaché territorial, puis attaché principal. Ensuite, donc, au-dessus des grades, donc, notre strate de commune ne le permet pas. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, d'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 21, présenté par Jean-Yves Labbé, donc sur le régime indemnitaire, à qui je cède la parole. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestion, expertise, engagement professionnel, RIFSEP, avec versement de l'IFCE et du CIA. Modification numéro 4 apportée à la délibération du 15 février 2022. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé la mise en place du RIFSEP à compter du 1er janvier 2018. Par délibération en date du 14 juin 2019, il était apporté une première modification de la délibération du 19 décembre 2017 afin de modifier les montants minimum et maximum par groupe de fonctions. Une seconde modification intervenait le 8 septembre 2020 afin d'intégrer les grades de médecins. Enfin, une troisième modification intervenait le 15 février 2022 afin d'intégrer le grade d'ingénieur. Il est précisé que des ajustements s'avèrent nécessaires afin d'intégrer de nouveaux grades et pour revoir les montants minimums pour certains grades afin d'apporter plus de cohérence avec ce qui est pratiqué par la collectivité. Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du centre de gestion en date du 11 octobre 2022, il est donc proposé d'apporter les modifications suivantes. Modification numéro 4, détermination des montants minimum et maximum par groupe de fonctions pour l'intégration de nouvelles fonctions. Donc, vous avez les tableaux avec donc les catégories A, B et C d'agents. Pour les médecins et les ingénieurs, le régime indemnitaire est applicable aux titulaires comme aux agents de contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent. De même, les conditions d'attribution du CIA sont identiques à celles des autres grades pour les médecins titulaires ou contractuels et pour les ingénieurs titulaires ou contractuels. Le reste de la délibération du 19 décembre 2017, modifiée par la délibération du 14 juin 2019, demeure inchangé, notamment en ce qui concerne la détermination des groupes de fonctions, les modalités d'attribution de l'IFCE et du CIA, les modalités et conditions de versement, les grades auxquels il s'applique et les critères d'évaluation à prendre en compte pour la détermination des montants applicables à chaque agent. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter les modifications à apporter aux délibérations en date du 19 décembre 2017, 14 juin 2019, 8 septembre 2020 et 15 février 2022, en ce qui concerne les montants annuels minimum et maximum et l'intégration des nouveaux grades, et de dire que les autres termes de la délibération demeurent inchangés, de dire que les crédits relatifs au dit régime indemnitaire seront inscrits au budget, et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à toute formalité afférente à cette affaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport 22, attribution de chèques cadeaux aux agents communaux, présenté par Madame Mounier. Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, vu la loi du 13 juillet modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, et notamment ses articles 88.1,
vu les règlements de l'URSSAF en la matière. Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. Considérant qu'une valeur peu élevée de chèque cadeau attribué à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un complément de rémunération. Considérant que l'Assemblée délibérante est libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Le Conseil municipal décide-t-il d'attribuer des chèques cadeaux aux agents suivants, titulaires, stagiaires, contractuels en CDI et CDD. Pour pouvoir en bénéficier, l'agent devra avoir été présent dans la collectivité au moins 6 mois dans l'année considérée, présence effective, et être dans les effectifs au 1er décembre de l'année. De fixer le montant par agent comme suit: 120 € pour les agents titulaires, stagiaires contractuels, CDD ou CDI, ayant au moins 1 an d'ancienneté. 60 € pour les agents titulaires, stagiaires contractuels, CDD ou CDI, ayant 6 mois de présence effective. Les agents devront être présents au moins 6 mois et être dans les effectifs au 1er décembre de l'année. De dire que les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget primitif de la commune 2022. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Dans le dernier dossier de ce soir, donc de rapport 23, dans la motion sur les tarifs de l'électricité et mesures d'urgence en matière du prix de l'énergie, présenté par M. Joncan. Le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-29, vu la délibération en date du jeudi 13 octobre 2022 portée par le syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, adoptant une motion sur les tarifs de l'électricité et mesures d'urgence en matière de prix de l'énergie. Considérant que lors de son congrès départemental du samedi 15 octobre 2022, l'association des maires des adjoints de l'intercommunalité des Pyrénées a proposé de soutenir cette motion et de relayer auprès de l'ensemble des communes et intercommunalités des Pyrénées-Orientales, considérant les enjeux budgétaires pour l'année 23 en matière du coût de l'énergie qui s'imposeront à la totalité des communes et des intercommunalités, quelle que soit leur taille. Le conseil municipal décide d'alarmer et de s'insurger contre les augmentations faramineuses des prix de l'énergie pour 23 dans le contexte des crises énergétiques sans précédent, constituant un véritable tsunami pour le budget des collectivités. De solliciter une prise en compte de ce contexte exceptionnel par la mise en application d'un bouclier tarifaire équivalent à celui qui a été mis en place pour les petites collectivités ou entreprises et particuliers éligibles aux tarifs réglementés de vente à l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, leur budget et leur nombre d'agents, dans l'hypothèse où aucune autre solution n'aurait été trouvée pour récupérer les prix concrètement facturés en 2023 aux collectivités. Y a-t-il des questions? Donc, c'est un débat qui est ouvert. Vous savez qu'on a une action de fond là-dessus. Premièrement, donc, il faut lire entre les lignes par rapport aux communications qui peuvent être faites sur ce sujet, à savoir donc par la ville d'Espira-de-l'Agly, nous avons que des comptages bleus, tarifs bleus. Sur l'éclairage public, l'augmentation n'est que de 4%. Par contre, sur tout ce qui est donc bâtiment, équipement, là, elle est de 125%. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, on a fait passer un message, bien entendu, à tous nos agents et à toutes les associations afin de bien utiliser l'électricité à bon escient et pas de laisser allumer pour rien. Et ensuite, dans l'action de fond, mais on aura une communication là-dessus, c'est que, comme vous le savez, on a été une des premières communes à candidater sur les fonds DECI France Relance donc, en 2020. Et nous avons obtenu donc, une subvention sur notre programme de plan lumière sur la ville, donc de l'ordre de 50%. Et donc, comme je dis souvent donc, à mon groupe, eh bien, on ira ou 2 fois plus vite ou ça coûtera 2 fois moins cher. Donc, la maîtrise d'œuvre donc, a été arrêtée là-dessus, on a délibéré et nous allons, je pense, donc, puisque donc, on commence à terminer les DGD donc, du gros investissement que nous avons derrière. Et donc, je pense qu'on va pouvoir lancer ça entre fin décembre et début janvier, de façon à pouvoir faire une programmation des travaux en espérant qu'avant la période automnale de l'année prochaine, on soit donc à 100% avec donc, non seulement donc, de l'éclairage LED, qui est moins énergivore, mais surtout également donc, toutes nos armoires de quartier pilotées. L'avantage du LED, c'est que donc, on peut être de 0 à 100% en termes d'éclairage.
et on fera donc bien entendu de la communication là-dessus pour regarder ce que l'on fait exactement. Ensuite, donc, puisqu'on est sur les périodes de Noël, comme vous avez pu le constater, et on va aborder les décisions, là, qui était le dossier premier, mais on va terminer là-dessus. Vous avez vu que nous avons des nouveaux sapins. Donc, ces sapins, bien entendu, c'est pour être vertueux par rapport à l'environnement également et pas aller couper des sapins comme nous le faisions habituellement, mais qu'également dans cet éclairage qui était avant donc énergivore, puisque c'était des éclairages au sodium ou au phosphore. Et donc, on aura des éclairages également à LED là-dessus, dont nous consommerons moins. La décision, pour l'instant, donc, par rapport donc, à notre organisation, c'est de dire qu'on va y laisser, parce que le temps de Noël, c'est quand même donc, un temps, pour les enfants et pour les adultes, c'est un temps de fête. On reviendra dessus, on discutera de tout cela au prochain conseil municipal. Mais l'idée, ça serait de laisser allumer donc, jusque donc, après donc, le 1er de l'an. Et ensuite, donc, on a fait faire donc, des premiers travaux déjà donc, sur nos armoires en changeant les horloges, ce qui nous permettra d'avoir une programmation peut-être d'extinction, donc partielle ou totale, ça on en discutera tous ensemble, parce qu'on n'a pas encore terminé ce que réellement ça va réaliser en économie, puisque je rappelle que l'éclairage public, l'augmentation ne pèse que 4%. Voilà, on va regarder cela, parce que ça amène aussi d'autres désagréments, que je ne souhaite pas donc, parce que c'est confidentiel à ce niveau-là, donc c'est au niveau sécurité. De regarder donc comment un petit peu on pourrait fonctionner. Mais donc, lors du conseil municipal qui clôturera l'année, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de ces sujets. Voilà, donc le débat, c'est une motion, il n'y a pas de délibération là-dessus. Mais voilà, donc nous allons passer au dernier dossier qui était le premier, enfin le deuxième, dans les décisions. Donc vous avez eu le temps dans le conseil de le regarder, je suppose. Monsieur Gallego, vous voulez la parole? Ben, si personne ne veut la prendre avant moi, d'accord, je la prends en premier. Vous l'avez levé la main, c'est pour ça que vous avez... Je vous la donne. Bien, donc comme d'habitude, on a de délibération ou 4 de décisions que vous avez prises suite à l'autorisation qu'on vous a donnée en début de mandat. Et bien sûr, je reviens sur la construction pharaonique de la médiathèque et du centre culturel, qui a coûté ce qu'il a coûté, on n'est pas encore à la fin. Donc, je constate que vous avez pris des décisions concernant des plus-values sur divers marchés, des petites sommes, mais qui se rajoutent toute goutte d'eau dans un bocal plein, fait déborder le bocal. Donc on a quand même 6 286 € de plus-value pour un avenant conclu pour un marché de réalisation de travaux supplémentaires. On a une autre somme de 4 280 € pour, pareil, je ne l'ai pas bien lu, mais c'est des travaux supplémentaires également. On a une plus-value de 2 388 €, pareil, pour ces travaux. On a une plus-value de 1 180 € de plus-value également. Ça avoisine les 2 000 €. C'est rien, mais ça fait partir, au vu des économies d'énergie qu'on doit faire. Je pense que toutes ces décisions programmées et les techniques. Et là où maintenant, je viens de le regarder un instant, je me suis rendu compte, et ça on en avait parlé un petit peu, de l'entretien du bâtiment. Il s'avère qu'on a conclu un marché avec Ross Propreté de Sals-le-Château pour 2 850 € hors taxe mensuels. C'est-à-dire que tous les mois, on va avoir à payer 2 850 € pour nettoyer. Donc, ceci aurait pu être fait par des agents municipaux, parce qu'on est vraiment en manque d'agents municipaux actuellement, et donc 2 850. Tout ça réuni, ça fait beaucoup de frais, et j'aimerais savoir quelle est la consommation, maintenant qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas fait de débat, mais quelle est la consommation énergétique du bâtiment, malgré les panneaux, malgré tout l'exposé que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapport par un organisme spécialisé sur la consommation de ce bâtiment? Déjà, pour l'entretien, on en a pour 2 850 € par mois. Donc, tout ça réuni, ce sont des décisions, certes, on vous les a autorisées, mais parfois, il faut un peu en parler pour que les gens puissent prendre conscience des frais qu'il y a et des dépenses qu'il y a. Ah oui, et également, il y a 26 422,89 € pour l'achat
de décoration de Noël. C'est-à-dire qu'on en avait déjà, l'année dernière, on en avait eu déjà acheté, et là, on en a acheté pour 26 000 €. Donc, on va économiser en LED, en tout ce que vous voudrez, mais en dépenses d'acquisition, ça fait une sacrée somme. Donc, l'amortissement, j'espère que ça va passer en amortissement, cette somme, sur les années qui vont venir, qui vont s'écouler. Voilà mon observation sur les décisions. Maintenant, à vous de me répondre. Je vais vous répondre, M. Gallego. Alors, on le sait, vous et moi, que le conseil municipal, il est unique, hein, et que les pouvoirs d'assemblée du maire sont uniques par conseil municipal. Je vous redis d'une fois, de façon générale, afin de clôturer sur ce type d'intervention stérile, que ces interventions que vous donnez sont, vous orientez en donnant des masses de dépenses, pas sur ces décisions-là, mais il y a eu des décisions où il y avait des moins-values, vous n'en avez jamais parlé. Donc c'est un peu dommage parce que la démocratie, c'est de s'exprimer, d'avoir la possibilité de s'exprimer, mais c'est surtout aussi de dire la vérité. Je continue. Donc je rappelle, donc, comme je l'ai dit à chaque fois, que notre assemblée délibérante, c'est-à-dire le conseil municipal, dans le cadre de la commande publique, le conseil municipal aura toujours à voter le plan de financement et l'évaluation d'un investissement. Et nous le faisons à chaque fois. Ce qui fige le montant de la dépense dans son maximum. C'est-à-dire qu'avec les délégations que m'a donné le conseil municipal pour prendre des décisions, je ne dépasse jamais le montant qui a été voté en conseil municipal. La loi ne le permet pas. Je continue. Samedi 19 novembre, nous avons fait, donc avant-hier, donc l'inauguration. Je ne vous y ai pas vu, mais si vous avez été là, dans les interventions, vous avez beaucoup de réponses à vos questions. Et je vais me permettre donc de les dire. Donc, le centre culturel et la médiathèque n'apportent aucun dépassement de budget voté en séance de conseil municipal, qui était de 2 895 733. Vous pouvez noter, monsieur. 2 895 733. Et le montant réel engagé, avec les décisions que vous venez de lire, est de 2 457 404, soit une économie de 404 329, représentant 15,14 d'économie sur le budget voté. Et avec les aménagements extérieurs, le budget total est de 3 508 101 pour un montant engagé de 2 961 623, soit une économie de 546 478, représentant 15,58% du budget qui a été voté ici en séance. Et je continue. Le montant total des subventions notifiées est de 1 679 238, soit 56% de la dépense réelle totale. Le FCTVA que nous allons récupérer s'élèvera à 418 147, soit un coût résiduel pour la commune de 864 238, ce qu'on appelle l'autofinancement, duquel il faudra soustraire les demandes de subvention en attente de notification pour un montant de 250 000 €. Ce retard est dû à l'élection régionale qui a eu lieu cette année et donc la région n'a pas encore déterminé. Par contre, donc, les dossiers sont déjà validés, approuvés, on attend juste la notification. Ce qui fera que l'autofinancement de tout cet ensemble sera alors de 564 238 pour tout l'ensemble de cet aménagement. J'espère dans l'avenir que nous aurons plus de temps à perdre avec ce type d'intervention, même si les explications donc, ou les questions méritent réponse, mais à condition que ce ne soit pas des choses tout le temps orientées. Voilà, donc, oui, M. Banet. Bernard, oui. Vous parlez de démocratie, monsieur le maire? Oui, monsieur. Mais vous n'êtes pas du tout en pleine démocratie, vous. Hein. C'est d'un comique, hein, parce que la démocratie, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Je m'excuse, je tenais à vous le dire. Hein. Non, voilà. Bien. Donc, l'ordre du jour étant terminé, il est 18h, dans 20h14, je déclare donc le conseil municipal terminé. Bonne soirée.